Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci de nous accorder cet entretien ici à Strasbourg. Vous avez fait votre rentrée au Parlement européen après les élections européennes du 9 juin dernier. Vous êtes arrivé largement en tête en France. Vous avez pris la présidence des Patriotes pour l'Europe, un nouveau groupe politique créé par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dont les initiatives politiques et diplomatiques interrogent. On va y revenir longuement ensemble. Mais d'abord, parlons de l'actualité, de la situation politique en France. Le gouvernement sera désormais en charge des affaires courantes après la démission du Premier ministre Gabriel Attal. Et on comprend que cela pourrait durer un certain temps, des semaines, peut-être même des mois. Comment qualifieriez-vous la situation politique française aujourd'hui ? Marine Le Pen parle de bourbier. Emmanuel Macron a fait un choix après le premier tour des élections législatives. Le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête avec une dynamique inédite qui nous a porté à près de 34% des voix. Emmanuel Macron a fait le choix d'alliance contre nature avec l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon et ses candidats uniques, du parti unique, soutenu à la fois par l'extrême gauche et par Emmanuel Macron, a abouti à ce qu'aucun parti politique n'obtienne de majorité absolue à l'Assemblée nationale et à ce que nous nous retrouvions aujourd'hui dans une situation de blocage et de paralysie. Personne n'a gagné. C'est une situation... Le Rassemblement national a gagné en nombre de voix. Nous avons eu le parti pour lequel les Français ont le plus voté à la fois au premier tour mais aussi au second tour, avec près de 37% des voix, 10 millions de voix. Vous avez raison de le rappeler. Mais ces alliances contre nature nous ont empêchés d'obtenir une majorité de sièges pour constituer un gouvernement. Et en cela, Emmanuel Macron, plutôt que d'accepter une alternance démocratique, raisonnable, soutenue par une partie des Français à la fois aux élections européennes mais aussi aux élections législatives, a fait ce choix étrange qui est de s'aborder les institutions et d'organiser la paralysie du pays pour une durée à minima d'1 an. Et je vais vous dire, ce qui est dommageable, c'est que ce sont les Français qui vont subir ce blocage parce que pendant qu'on parle de tambouille politicienne, les Français ont bien compris que ni leur pouvoir d'achat, ni leur sécurité, ni le contrôle de l'immigration ne seront mis à l'agenda des politiques publiques puisqu'il n'y a pas de majorité. On va parler d'un gouvernement donc démissionnaire en charge des affaires courantes. Je le disais, ça va pouvoir durer plusieurs semaines. Est-ce que vous trouvez raisonnable finalement de prendre le temps ? Gabriel Attal disait assurer finalement la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux Olympiques. Est-ce que ça vous paraît normal finalement d'assurer une forme de certaine stabilité ou vous appelez à nommer un gouvernement rapidement ? Mais les Français n'ont pas le temps. Moi j'appelais il y a quelques jours à l'alternance. Et si j'appelais les Français à nous accorder une majorité absolue dans le cadre du second tour des élections législatives, c'était précisément... Ce qui n'est pas advenu. Avec 143 Parfaitement. députés. Ce qui n'est pas advenu. C'était précisément pour empêcher ce bourbier. Moi, je veux dire une chose et rappeler une chose au président de la République et à l'ensemble de ceux qui ont participé de ces alliances contre nature dans les appareils politiciens. Je crois qu'empêcher un mouvement politique d'accéder aux responsabilités, empêcher les Français de se choisir une politique différente de celle qui est conduite depuis 7 ans, ça ne peut pas constituer en soi un destin pour le pays et un horizon politique, un cap pour le pays, parce que encore une fois, on voit bien que cette situation de blocage, elle va empêcher de traiter les problématiques quotidiennes des Français. Nous sommes dans une durée à minima d'1 an, puisque le président de la République ne peut pas engager de nouvelles dissolutions avant au moins 12 mois, dans cette situation qui est une situation de blocage. Et on voit là que le nouveau Front populaire est en fait le front du mensonge, parce qu'il s'était mis d'accord pour faire barrage au Rassemblement national, mais on voit bien que c'est l'alliance, elle est elle-même contre nature en son sein, et qu'on a dans ce mouvement des gens du Parti socialiste comme M. Hollande qui doivent composer une alliance ou un potentiel gouvernement avec M. Poutou du NPA ou avec des gens de la France insoumise qui alimentent l'antisémitisme en France. La fin de cette alliance, justement, au vu des blocages actuellement, quel est votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui au nouveau Front populaire ? Pas de nom de Premier ministre qui sort de leur discussion. C'est une explosion de cette alliance ? Mais cette alliance, elle n'a même aucun sens sur le fond. Le seul objet de cette alliance, c'était de faire ce qu'ils appelaient le barrage. Bon, le barrage, il a abouti à une alliance avec la Macronie au second tour, mais il a surtout
amené à la paralysie du pays. Et on voit bien que les quelques annonces très fortes qui avaient été défendues de manière démagogique par le nouveau Front populaire pendant la campagne et contre lesquelles moi je m'étais opposé parce que c'était mentir aux Français. Je pense à cette augmentation du SMIC à 1 600 €. Il faut évidemment augmenter les salaires, mais pour ça il faut diminuer les charges. Mais ces mesures démagogiques ne tiennent pas la route à tel point que même des gens au sein de la NUPES, j'ai entendu Madame Tondelier expliquer que c'était plus compliqué que cela, que de monter le SMIC à 1 600 € et qu'il y avait des entreprises qui ne pourraient pas suivre. Donc ils ont vendu du vent aux Français. Ce que je sais, c'est que cette extrême gauche dangereuse, virulente, elle est aujourd'hui aux portes du pouvoir. Et il y a beaucoup de Français, malgré tout. Et il y a beaucoup de Français, pas en nombre de voix, c'est un peu là le paradoxe de ce second tour des législatives. Et le paradoxe, c'est le suivant. La France a voté majoritairement à droite aux élections européennes, elle a voté majoritairement patriote, à plus de 40%, elle a voté majoritairement patriote aux élections législatives, et elle se retrouve aujourd'hui avec l'extrême gauche aux portes du pouvoir. Cette extrême gauche, elle est dangereuse, elle menace la cohésion nationale, elle est violente, virulente, elle a conduit aussi à faire siéger à l'Assemblée nationale depuis quelques jours des individus qui sont fichés S, qui sont connus pour leur proximité avec la mouvance d'ultra-gauche, mais aussi des candidats ouvertement communautaires et des soutiens de l'idéologie du Hamas en France. On parle de la gauche, on parle de la droite maintenant, avec Laurent Wauquiez qui propose un pacte législatif peut-être avec le gouvernement, des textes sur l'immigration, la sécurité. Est-ce que vous voyez peut-être une sortie, une coalition finalement, parce que ça semble plaire au président de la République et à un certain Gérald Darmanin. Et puis, et vous là-dedans, est-ce que vous pourriez voter aussi des textes proposés par les Républicains ? Mais je pense que Gérald Darmanin essaie de se racheter un côté droitier en quittant le gouvernement, mais Gérald Darmanin est le ministre de l'Intérieur qui a aujourd'hui et qui détient le bilan sécuritaire et migratoire parmi les plus graves de toute la Ve République. Sous sa responsabilité, tous les records d'insécurité, tous les records de violence dans notre pays et tous les records d'immigration ont été franchis à tel point que la situation est aujourd'hui devenue hors de contrôle. Les attaques au couteau se multiplient dans notre pays. On l'a vu tragiquement à la gare de l'Est. Il y a un père de famille à Cahors qui a été lynché, laissé pour mort par des trafiquants de drogue parce qu'il s'élevait contre le deal. Ça, c'est le quotidien avec lequel vivent des millions de Français et c'est le bilan précisément de la Macronie. Mais sur les propositions faites par la droite républicaine. Il y a une partie de la droite, en tout cas des électeurs de droite, qui se retrouvent dans le discours sécuritaire, qui est le discours sécuritaire que je défends et qui a toujours prôné le Rassemblement national. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité tendre la main aux Républicains d'Éric Ciotti et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre cette alliance avec Éric Ciotti et que nous avons d'ores et déjà mis en œuvre cet intergroupe à l'Assemblée nationale qui a vocation précisément à faire vivre ces propositions. Nous allons défendre les mesures que j'ai portées pendant la campagne. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Le rétablissement des peines planchers pour engager un sursaut pénal en matière de sécurité et évidemment le contrôle de l'immigration. Et j'espère que d'autres pourront participer de ce vote, de ces mesures. Donc vous pourriez voter des textes aujourd'hui proposé par les Républicains. Mais enfin, depuis 7 ans que nos députés siègent à l'Assemblée nationale face à Emmanuel Macron, il nous arrive de voter des textes qui n'émanent pas de notre majorité et qui peuvent venir d'autres formations politiques. Quand un autre mouvement politique propose ce que je propose, je n'ai pas de difficulté à le voter. Vous savez, nous, le sectarisme en politique, on ne fait que le subir, mais il n'est jamais de notre côté. On va parler justement du sectarisme, en tout cas du retour de ce cordon sanitaire. Avant le premier tour des législatives, Marine Le Pen disait « Il ne restera au président que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique ». Elle ne demandait pas sa démission, mais elle disait, elle actait ce fait. Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver dans cette situation-là ? Qu'est-ce qui sera le juge de paix, selon vous ? Au vu, on parlait de Laurent Wauquiez, il parle d'un pacte, mais il dit non à une coalition. Est-ce que c'est le vote du budget ? Est-ce que c'est une motion de censure contre un prochain gouvernement ? Est-ce que la démission du président de la République est aujourd'hui un scénario à envisager selon vous ? Nous avons répété tout au long du second tour des élections législatives que s'il n'y avait pas de majorité absolue pour dégager un cap clair et un gouvernement à l'issue de ces élections législatives, alors le dernier ressort démocratique vers lequel les Français, la démocratie, les observateurs allaient se tourner, c'est le président de la République avec la question peut-être de sa démission. Je crois qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Moi, je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé, qu'on entend beaucoup dans le débat public, c'est celui du cordon sanitaire. Ce terme, il me choque. Il me choque parce que les électeurs du Rassemblement national, on en parle comme si c'était un virus, on parle de cordon sanitaire. Ce ne sont pas des électeurs
de seconde zone. Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone. Et moi, je souhaite que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les principes même de la démocratie française puissent être respectés, parce qu'il est parfaitement normal, légitime, naturel, que le mouvement politique que je préside, qui a réuni plus de 10 millions de voix lors du second tour des élections législatives, c'est-à-dire 3 fois plus qu'il y a 2 ans en 2022, puisse être représenté dans des postes à responsabilité à l'Assemblée nationale. Encore une fois, je parle de cordon sanitaire en effet. Postes. Parce qu'aujourd'hui, le parti du camp présidentiel s'est mis d'accord hier autour de Gabriel Attal pour que ni le RN ni LFI n'obtiennent des postes clés à l'Assemblée nationale. Donc ils font élire les députés de la France Insoumise en se retirant pour appeler à voter pour eux. Et ensuite, une fois que les députés de la France Insoumise, que je considère être un mouvement anti-républicain, un mouvement dangereux pour la démocratie, accèdent à l'Assemblée nationale, la Macronie vient dire finalement on n'en veut pas. Vous voyez bien que tout ça ne tient pas la route. Vous et pourriez tout ça n'avoir aucun poste clé à l'Assemblée aujourd'hui, demain. Si mes opposants et mes adversaires refusent le résultat des urnes et refusent de fonctionner de la manière dont on fonctionne normalement en démocratie, alors nous pourrions en être exclus. Mais je vais vous dire, moi, on ne se bat pas pour des postes. Je veux dire, ce qui me fait mal, quand je vois que nous n'accédons pas... Mais Sébastien Chenu dit aujourd'hui que la présidence de la Commission des Finances doit revenir au RN. Mais naturellement, mais comprenez bien que lorsque nous posons ce type de diagnostic, parfois ce type d'exigence, c'est pas pour nous, c'est parce que nous représentons des millions de Français. Et rendez-vous compte aujourd'hui que les macronistes, après avoir brutalisé le pays, après avoir divisé les Français, après avoir privé là, en ce moment, au moment où nous nous parlons, le pays d'une majorité claire pendant un an pour répondre aux problèmes des Français, vient dire en fait le mouvement politique qui est arrivé en tête en nombre de voix au premier tour, au second tour, comme aux élections européennes il y a un mois, ne devrait pas pouvoir accéder au poste auquel il a traditionnellement le droit lorsqu'on représente. Ce n'est pas le discours de tous dans le camp présidentiel. Yann Braun-Pivet, la présidente sortante de l'Assemblée, dit que le RN doit avoir des postes à responsabilité, le MoDem également. En écho, un article de nos confrères du Figaro qui dit qu'il y a une entente tacite entre vous et la présidente sortante de l'Assemblée. Est-ce que, d'abord, c'est fondé? Est-ce qu'il y a eu des discussions entre vous pour l'assurer de votre soutien? Et par ailleurs, est-ce que vous considérez qu'il faut présenter un candidat au perchoir, Rassemblement National, et qui voyez-vous à nous y réfléchissons et nous déterminerons dans le cadre d'une réunion de groupe que nous aurons prochainement. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises avec Marine Le Pen. La décision n'est pas prise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des discussions qui peuvent avoir lieu avec des gens qui ne sont pas du Rassemblement national. C'est-à-dire que le simple fait, regardez où on en est aujourd'hui, le simple fait de discuter avec quelqu'un qui n'est pas de sa propre majorité ou de sa propre famille politique, ça choque les macronistes, ça choque la gauche. Le fait d'avoir une discussion avec quelqu'un qui représente une fonction au sein de la Ve République, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, dont je conteste l'essentiel des idées et qui est une adversaire politique, ça peut lui être reproché. Vous voyez où est-ce qu'on en est là? Et moi j'ai été très surpris de voir qu'il y avait eu des levées de boucliers à gauche, parce que on dînait, oui. On déjeune avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Mais c'est quoi cette conception du débat démocratique que de s'indigner de voir des responsables politiques qui ne partagent pas les mêmes idées se confronter, discuter, parce que parfois échanger. Les invectives sont violentes entre vous, en tout cas médiatiquement, et savoir que vous dînez effectivement secrètement peut effectivement choquer l'opinion. Ça, vous l'entendez? Pas secrètement. Je veux dire, moi je n'insulte personne. Vous dites parfois on a des mots qui sont très durs, très crus. J'ai des mots très durs, très crus contre la politique de mes opposants, mais je n'attaque pas nommément les gens qui les portent, parce qu'encore une fois, mes opposants représentent aussi des millions de Français. Et donc, effectivement, il est normal qu'au sein de l'Assemblée nationale, au sein du débat démocratique, chacun puisse avoir, en fonction du poids qu'il représente, les responsabilités qui sont inhérentes au poids qu'il représente, parce que, encore une fois, il y a des millions de Français derrière. Et moi, je respecte les Français. J'avais dit dans le cadre de la campagne que je voulais être le Premier ministre de tous les Français. Mon ambition est intacte et si demain nous sommes amenés à gouverner et à diriger le pays, nous serons les représentants politiques, non plus seulement d'un camp, non plus seulement d'un parti, mais de tous les Français. C'est ça
avoir une conception haute de la politique et du pouvoir. Rapide question, vous avez admis des erreurs après le second tour des législatives qui ne vous a pas permis d'arriver à Matignon. On parle de purge discrète dans votre parti, des candidats, des brebis galeuses, ce sont vos termes. Vous avez évincé notamment le député Daniel Grenon. Pourquoi ne pas avoir évincé Roger Chudeau qui avait fait polémique sur ses propos sur les binationaux? Pourquoi ne l'avoir pas évincé? Bon, d'abord, vous me dites j'ai reconnu des erreurs. Bon. Quand on est à la tête d'un mouvement politique, qu'on porte un combat électoral, on assume ce qui marche et on assume aussi ce qui ne marche pas. Je prends ma part. Je prends ma part dans la victoire aux élections européennes, j'ai été en première ligne, c'est normal. Je prends ma part dans le résultat historique que nous avons obtenu aux élections législatives, mais j'assume aussi ce qui a dysfonctionné parce que je suis le chef et qu'il est normal que dans le cadre... Certains candidats ont fait partie du dysfonctionnement, je vais y arriver. Parfaitement. Il y a eu dans ces élections législatives de notre part des erreurs de casting, c'est incontestable, avec quelques candidats. Je veux dire, on a 1200 candidats investis, titulaires et suppléants, que nous avons dû investir en 48 heures, et 99% de nos candidats étaient des candidats respectables, raisonnables, compétents, représentant aussi la diversité du peuple français. Une cinquantaine posait question. Non, il n'y a pas une cinquantaine qui posait question, je conteste parfaitement ce chiffre. Il y a quelques candidats qui étaient dans des circos qui n'étaient pas gagnables et qui ont eu sur leurs réseaux sociaux, il y a quelques années ou plus récemment, des propos qui ne sont pas les propos que je défends, qui ne sont pas les propos qui correspondent à mes valeurs, à ma ligne politique et à l'image que doit donner le Rassemblement national. Par conséquent, j'ai parlé de brebis galeuses et lorsqu'il y a des personnes qui ont des propos qui sont contraires à la ligne politique que je défends, eh bien je leur indique qu'ils n'ont pas leur place au sein du Rassemblement national. Mais j'aimerais, je vais vous répondre sur le député Chudeau. Je vais vous dire, j'aimerais tellement que tous les mouvements politiques puissent adopter la même fermeté et la même cohérence. La différence, c'est que quand j'ai des erreurs de casting dans ma famille politique, je les exclus. À gauche, ils sont investis et ils sont parfois élus, comme c'est le cas du député Arnaud, qui lui est quasiment fiché S, sans parler de tous ceux qui ont des propos antisémites ou qui font l'apologie du communautarisme. Je sais qu'on ne me pardonne rien, je sais qu'on nous pardonne rien, et je pense que le rôle qui est le nôtre, dans le parti qui est le nôtre, exige peut-être d'être encore plus rigoureux, encore plus exigeant. J'essaie de l'être un peu plus chaque jour. Parfaitement irréprochable, notamment en réunion, à tous vos députés. Un député s'est amusé d'ailleurs en disant les nouveaux élus vont surtout jouer au roi du silence. C'est la continuité de la stratégie de la cravate, aussi de la respectabilité. Mais moi j'ai toujours défendu un principe, c'est celui de l'élégance en politique. On peut se respecter, on a le droit d'être en désaccord, mais derrière les échanges politiques, derrière les idées, il y a des hommes et des femmes. Et pourquoi est-ce que je demande l'exemplarité à mes députés et aux députés, aux 143 députés de l'Alliance entre le Rassemblement national et les Républicains d'Éric Ciotti? Parce qu'on représente des millions de Français. Et Roger Chudeau. Et je pense, je vous en prie, je vous réponds juste après, quand on représente des millions de Français, on se doit d'être exemplaire. J'ai indiqué à Roger Chudeau de la manière la plus claire, je l'ai appelé immédiatement après sa déclaration sur la double nationalité en lui disant que remettant en cause je condamnais ses propos et que oui, parce qu'on peut contester la politique de Mme Vallaud-Belkacem. J'ai passé plusieurs années à le faire et mon mouvement politique a passé plusieurs années à le faire sans s'attaquer à la personne. Voilà. Et je pense que sur la double nationalité, nous n'avons pas été compris et nous avons été l'otage aussi d'une polémique que nous n'avions pas créée parce que en réalité l'ambiguïté qui existe et qui existait dans cette campagne, elle n'avait pas lieu d'être parce que j'ai dit à plusieurs reprises, je le dis et je le redis, si demain nous sommes au pouvoir, nous ne toucherons pas à la double nationalité et je m'étais permis juste simplement d'indiquer que nous souhaitons renforcer les contrôles sur les postes les plus stratégiques de l'État. On parle d'une dizaine de postes. Encore une fois, j'avais donné des exemples qui m'apparaissaient des exemples de bon sens. On n'imagine pas un franco-chinois à la tête des services de renseignement comme un franco-russe à la tête d'une centrale nucléaire. Maintenant, quand j'ai des désaccords très fermes, je n'en ai pas nécessairement obligé de mettre au banc de la société, il restera au banc du parti. Donc Roger Chudeau siège et siégera dans le groupe Rassemblement National. En revanche, ça n'est pas le cas pour M. Grenon. Mais encore une fois, on parle d'une personne sur un groupe de 143 députés dont l'image est absolument irréprochable. Mais je sais que au Rassemblement National, peut-être encore moins qu'ailleurs, l'erreur n'est pas permise. Jordan Bardella, samedi dernier, Donald Trump a échappé à une tentative d'assassinat. Marine Le Pen expliquait que c'est une alerte pour nous.
tous. La France n'est pas à l'abri de cette violence. Est-ce que vous craignez justement que cette violence ne se propage, puisse donner des idées? La France ne sont pas les États-Unis évidemment, mais est-ce que vous croyez que c'est une réelle alerte pour toutes nos démocraties? Je pense que la violence, c'est le cancer de la démocratie. Et d'abord, permettez-moi d'adresser mon soutien à Donald Trump qui mène cette campagne présidentielle aux États-Unis, qui sera peut-être élu ou pas, c'est le peuple américain qui le décidera. Mais la violence, désormais, elle n'épargne plus aucune partie de la société. Elle est partout, elle est là. Évidemment, dans des cas extrêmes. C'est plus rare et il faut s'en féliciter. Mais tous les jours, les responsables politiques sont pris à partie, sont agressés, invectivés. Et il est vrai que nous avons eu pendant très longtemps, le gouvernement français a eu pendant très longtemps une forme de mansuétude à l'égard de ceux qui, sous une forme politique, prônent la violence dans notre société. C'est vrai avec l'ultra-droite, mais c'est aussi vrai avec l'ultra-gauche. Et je déplore que cette faiblesse à l'égard de toutes les organisations, les associations, les milices qui prônent la violence dans notre société, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui s'en prennent aux responsables politiques, est, à mon avis, aussi à absolument l'extrême droite, qui pratique une forme de violence également. Ah mais moi j'ai aucune forme de tolérance et il y a essentiellement deux formes de violence politique. Aujourd'hui elle vient de l'ultra-gauche, elle vient de l'ultra-droite et j'avais indiqué que si demain nous étions au pouvoir, nous organiserions la dissolution de toutes les milices d'ultra-gauche et d'ultra-droite qui menacent la démocratie parce que vous voyez ce qu'il y a de beau dans une démocratie, c'est de pouvoir se combattre par les mots. Et la démocratie, la force des mots, qui est parfois très virulente dans une assemblée, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, c'est pour éviter la violence physique. Et donc il faut protéger la démocratie. Joe Biden a fait une sorte d'amende honorable en disant qu'il n'aurait pas peut-être dû utiliser des mots comme viser, cibler Donald Trump. Ça interroge aussi le politique que vous êtes dans les mots que vous utilisez au quotidien. Écoutez, vous et l'ensemble de la classe politique, encore une fois. Madame, lorsque les ministres de la République française désignent le Rassemblement national comme un ennemi, appellent parfois à battre le Rassemblement national, oui, ce vocabulaire, il est susceptible aussi de nourrir la violence dans la société. Et je pense que compte tenu aujourd'hui des divisions importantes qui peuvent exister en termes d'opinion politique dans la société française, je pense que le devoir impérieux de chaque responsable politique qui a une conception haute du débat démocratique, c'est d'appeler à l'apaisement, d'appeler à l'unité et d'appeler au respect des uns et des autres dans toute leur diversité. Et je vais vous dire, le meilleur moyen d'éviter de créer des ressentiments négatifs dans le pays, c'est aussi de permettre à chaque mouvement politique d'accéder au poste auquel il a droit, parce que ça aussi c'est un moyen d'accepter le résultat des urnes et donc de canaliser une forme de tension dans le pays. Vous souhaitez la victoire de Donald Trump, on l'évoquait à l'instant, vous pensez que c'est une bonne nouvelle et ce qui s'est passé samedi peut changer la trajectoire de cette campagne pour la présidentielle selon vous? Écoutez, moi je suis très clair, je ne suis pas américain, donc je ne me sens pas le besoin de me positionner comme citoyen français sur une élection et sur des enjeux qui concernent les États-Unis d'Amérique. Ce que je regarde, ce sont les intérêts français. Et il est vrai qu'en 2016, moi je m'étais positionné en faveur de la candidature de Donald Trump parce que j'estimais qu'au regard des intérêts français et qu'au regard de la nécessaire paix du monde, les positions de Donald Trump m'apparaissaient beaucoup moins belliqueuses que Madame Clinton à l'époque. En 2024, il y a un sujet aujourd'hui sur... vous savez, la politique, c'est difficile, ça demande de l'énergie, ça demande d'être vif, physiquement aussi, et il est clair que Donald Trump m'apparaît peut-être avoir une solidité et une mentalité peut-être supérieure à celle de Joe Biden, et je m'arrêterai là. Ce qui n'est pas le cas de votre nouvel allié, Viktor Orban, qui clairement s'exprime pour Donald Trump. Il préside la Commission européenne pour cette année. La bonne nouvelle du jour, il l'a rencontré en Floride il y a quelques jours, c'est qu'il va résoudre le problème. Parlant de Donald Trump, ils sont liés par une admiration mutuelle, ils ne s'en cachent pas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le slogan de la présidence hongroise, c'est « Make Europe Great Again », reprenant les mots de Donald Trump. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Qu'est-ce que vous dites à votre allié aujourd'hui, Orban? Vous savez, l'Amérique a souvent été une source d'inspiration dans le monde et pour beaucoup de pays dans le monde. Moi, je suis très attaché à la tradition française, la tradition diplomatique de la France, qui est celle d'être une puissance bâtie sur l'idée d'indépendance, d'autonomie, et aussi parfois de
de neutralité. Je pense que la France a toujours, sous la Ve République, été cette voie, cette troisième voie, qui se voulait insoumise à la fois aux intérêts américains et insoumise à la fois aux intérêts du bloc soviétique. J'aimerais que la France puisse renouer avec cet état d'esprit, celui de la puissance, celui de l'autonomie, celui de l'indépendance. Et je ne me sens pas le besoin, comme responsable politique français, de choisir à la place du peuple américain, encore une fois. En 2016, j'avais choisi dans mon cœur, de l'extérieur, au regard des intérêts français, Donald Trump plutôt que Madame Clinton. Vous ne le ferez pas cette année. 2016, les responsabilités que j'avais en 2016 n'étaient peut-être pas les mêmes, elles étaient moindres. Vous engagez moins, effectivement. Oui, je m'engage moins parce que je pense que c'est pas mon rôle. Voilà, c'est pas mon rôle qu'aujourd'hui, à la tête de l'opposition en France, de me positionner sur une élection américaine. Moi, je regarde quel est l'intérêt de la France, je regarde quel est l'intérêt de l'Europe aussi. La guerre est aujourd'hui revenue depuis maintenant plus de 2 ans aux portes de l'Europe, en Ukraine, et c'est un sujet qui doit aussi mobiliser les institutions européennes. Et votre nouvel allié, je le disais, vous avez pris la présidence de Patriotes pour l'Europe, 84 membres issus de 12 pays. Il embarrasse déjà les 27. Que pensez-vous de cette tournée qu'il a menée en Russie, rencontrer Vladimir Poutine, sans en informer justement les 27 Et Volodymyr Zelensky en Ukraine. Et Volodymyr Zelensky aussi. Mais il s'est engagé avec des propositions très pro-russes. Qu'est-ce que vous répondez à vos opposants qui disent que finalement il y a une forme de rétropédalage de votre part? Non, il n'y a aucun rétropédalage. Ce que je conteste, c'est à partir du moment où vous êtes en désaccord avec la politique diplomatique que conduit l'Union européenne, qui est à mon sens déjà pas de sa prérogative, c'est celle des États, on vous accuse d'être pro-russe. Viktor Orban, il n'est pas pro-russe. Je vous rappelle qu'il alimente aussi le système énergétique ukrainien qui permet précisément à l'Ukraine de faire fonctionner son système énergétique. Qu'a-t-il fait? Il a fait une tournée pour parler de paix en Ukraine, mais aux conditions de Vladimir Poutine, pardonnez-moi. Non, attendez, qu'a-t-il fait? Viktor Orban, à quelques kilomètres à la fois de l'Ukraine, plus proche de la Russie que de la France, a indiqué que la résolution à ce conflit devait être une résolution diplomatique et que l'engagement de la communauté internationale, il n'y a pas de débat sur le fait que Viktor Orban est un soutien de l'OTAN, est à la fois un membre important de l'OTAN et il est typiquement dans la philosophie de l'OTAN. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais il n'est pas poutinolâtre. Premièrement, je ne suis pas son avocat, mais je me sens en tout cas ici obligé de dire que la position qui a été la sienne, de dire que la paix doit revenir, que le feu doit cesser et d'être à la fois, de vouloir être ce canot d'échange entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, c'est précisément, la position qu'a tenue le chef de l'État et le président de la République Emmanuel Macron en France au début de ce conflit. Donc, de la Russie, si l'Ukraine retire ses troupes, là encore, ce sont des mots qui ont été prononcés. Non, c'est pas si l'Ukraine retire ses troupes. L'Ukraine a des troupes, elle tient le front. Il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. Moi, je l'ai indiqué. Je souhaite. Ma position, elle n'a pas varié, elle ne variera pas. Le soutien à l'Ukraine, éviter l'escalade avec la Russie. Nous devons continuer d'aider l'Ukraine, nous devons donner à l'Ukraine les moyens de sa défense, permettre à l'Ukraine de se défendre avec du matériel de défense, avec de la logistique. Je l'avais même dit à l'époque, accueillir aussi les réfugiés ukrainiens dans les différents États membres de l'Union européenne, mais aussi éviter toute forme d'escalade avec la Russie. Et je me suis opposé à la position du président Macron d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, car je considérais qu'elle participait d'une forme d'escalade. Et encore une fois, l'objectif... Mais pas du tout. Qui vous dérange aujourd'hui? Ça ne me dérange pas. Vous savez, je suis pas... Mais la position du Premier ministre hongrois, c'est de dire nous devons promouvoir la paix et nous devons promouvoir un dialogue. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, le président Zelensky, lundi 15 juillet, il y a quelques jours, il dit quoi? Il dit que la Russie, il est prêt à ce dialogue avec la Russie. Il est prêt à ce qu'à Kiev, il y ait une initiative de dialogue avec la Russie. Ce qui se passe là-bas est une véritable boucherie depuis 2 ans. Voilà. Et encore une fois, moi, ma position ne variera pas, elle n'a pas varié. Nous ne devons pas laisser un État allié comme l'Ukraine se faire aspirer par l'impérialisme russe. On arrive à la fin de cet entretien, Jordan Bardella. Vous êtes président du RN depuis 2 ans. Un peu moins. Vous aspiriez à Matignon, vous l'avez dit, prêt à exercer le pouvoir.
Quelles sont désormais vos ambitions? Est-ce que vous pensez à la présidentielle de 2027? La lecture du scrutin des législatives est un peu différée de celle de Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'il est peut-être temps de passer à autre chose? Est-ce que c'est toujours la candidate naturelle? Mais je ne suis pas, si telle est votre question, moi je ne suis pas un homme pressé. Et le seul sentiment d'urgence que je ressens en moi, il est politique. Et il concerne les millions de Français que nous représentons, toujours plus nombreux chaque jour. Le Rassemblement national ne cesse de progresser. Pas pressé, mais vous y pensez? Nous avons fait... Mais je ne pense qu'à l'accession au pouvoir. Parce que chaque jour qui passe, je me prépare, et nous préparons avec Marine Le Pen à exercer des responsabilités, à exercer le pouvoir. Donc nous allons continuer. Il est très probable, de l'aveu même de beaucoup d'observateurs, que le calendrier électoral soit modifié, que nous soyons amenés à revoter avant 2027. Et le Rassemblement national sera là. Et je lance évidemment un appel à tous ceux qui nous ont fait confiance de nous rejoindre. Le Rassemblement national, qui a aujourd'hui la première force parlementaire ici à Strasbourg au Parlement européen, mais aussi à l'Assemblée nationale à Paris, a passé la barre des 100 000 adhérents. Et cette famille-là est en train de devenir aujourd'hui la famille de millions de Français et un espoir pour des millions de Français. Donc je serai là. Le nom Le Pen n'est pas bloquant. Non, le nom Le Pen n'est pas bloquant, je ne le crois pas. Donc je serai là, je continuerai d'être là, je serai évidemment à mon poste, là où je dois être, pour la France et pour les Français. Parce que quand vous avez la confiance de millions de Français, ça veut dire aussi qu'il y a un espoir dans le pays. Et je n'oublie pas que nous sommes, encore une fois, le parti politique pour lequel les Français ont le plus voté. Donc il faut rester mobilisés et je crois que notre victoire n'est que différée.